Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler CIA, USAID, on va parler de milliards de dollars, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde, c'est celle du mois de février que j'ai entre mes mains. Allez-y, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous aurez des lettres comme celle-ci, vous aurez aussi nombre de présents et vous serez membre de ce club de Géopolitique Profonde comme Laurent Ozon qui est à mes côtés, comme Claude Janvier, Sylvain Ferreira et tellement d'autres. On va parler justement de la CIA, mais avant ça, j'ai cette excellentissime nouvelle à vous donner. Le 1er mars, dès 19h, nous faisons une grande soirée, comme en juin, même encore plus grande. Vous étiez tellement nombreux la dernière fois qu'on a pris plus grand. L'objectif étant que l'on puisse tous se rencontrer, que l'on puisse tous discuter entre nous. YouTube, c'est bien, les écrans, c'est bien, mais la vraie vie, c'est beaucoup mieux. Donc, vous cliquez là sur le lien ci-dessous en description. Voilà, c'est un accès privé. Et le champagne est offert. Inscrivez-vous. Alors, salut cher Laurent, je suis vraiment très content de t'avoir avec nous parce que cet article-là, je vais te dire une chose, je le dis pas souvent, hein, mais là je le dis, il est vraiment brillantissime. J'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de la CIA, sur la Silicon Valley, sur tout ce que fait cet organisme. Déjà d'abord, qu'est-ce qu'exactement la CIA ? Tiens, pour les gens qui nous regardent. Alors, d'abord, cet article, c'est un article qui ne porte pas sur la CIA spécifiquement. Bien sûr. C'est un article qui porte sur ce qu'on appelle une structure qui s'appelle In-Q-Tel, qui est la structure d'investissement de la CIA dans la Silicon Valley. Donc la CIA, c'est une structure qui a été créée par le gouvernement fédéral, donc tout ça est expliqué, qui était une structure qui a été créée par le gouvernement fédéral à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui, contrairement au FBI, s'occupe strictement de la collecte de renseignements à l'étranger, d'une façon générale, de l'analyse de l'exploitation de ces informations et je dirais, tout ce qui concerne la politique étrangère des États-Unis. Bon, pour faire simple. Hein. Donc, il y a dans les missions, dans les prérogatives de la FBI, de la CIA, il y a en théorie, je dirais même dans ces principes même de constitution, le fait de ne pas intervenir sur le territoire américain, hein, puisque ça c'est le boulot du FBI et d'autres structures. Bref, c'est une institution en fait fédérale. Mais c'est une institution, pour comprendre ce que c'est que la CIA, au-delà de la CIA, je dirais, il faut comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis, en fait. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont la 19e puissance militaire du monde. Ils sont derrière la Hollande, en termes de puissance militaire. C'est une force industrielle montante, mais c'est une force dans laquelle il y a énormément de chômage, énormément de problèmes sociaux, des crises sociales extrêmement importantes, etc. Et c'est un pays qui, en s'engageant dans la Deuxième Guerre mondiale, va littéralement se transformer, produire un effort titanesque, et se transformer complètement, et se fabriquer en fait un État qui n'existait pas auparavant. Il y avait des institutions déjà. Il y a des institutions politiques américaines, évidemment, mais l'État fédéral américain, c'était quelque chose de tout petit, avec très peu de personnes, avec très peu de spécialistes, très peu d'agents, très peu de politique, très peu d'administration, d'une certaine façon. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la première puissance militaire du monde, 5 ans. Ils représentent 50% du PIB de la planète. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc on a vu en fait en 5 ans, cette puissance naissante, moyenne, effectuer une accélération prodigieuse et pendant cette période-là, commencer à se doter d'institutions qu'elle va pérenniser, qu'elle va poursuivre, dont les missions vont se poursuivre dans le temps, parce qu'elle va entrer immédiatement en guerre froide. À peine la Deuxième Guerre mondiale est terminée, une nouvelle guerre commence, ce qu'on a appelé la guerre froide, contre l'Union soviétique, et cet État américain, en quelque sorte, va se muscler en créant des institutions, un grand nombre d'institutions dans des tas de domaines, et va changer complètement de nature. Pour les Américains, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire politique et institutionnelle des États-Unis, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est
n'est pas quelque chose de neutre, c'est important. C'est à partir de ce moment-là que l'État américain devient un État à part entière, extrêmement puissant, extrêmement robuste, mais d'une certaine façon échappe aussi au contrôle des Américains, commence à échapper au contrôle des Américains. Alors bien sûr, quand ces agences vont se créer, il y a une grosse culture politique aux États-Unis, et on va mettre ces agences sous un certain nombre de contrôles, notamment le contrôle du Congrès, et un certain nombre de choses, etc. Et puis c'est la guerre froide, mais la guerre quand même. Et la CIA va être une agence qui va se voir chargée d'un certain nombre de basses besognes de l'administration américaine dans le monde, donc à organiser ce qu'on appelle une politique de régime change, de changement de régime, qui incluait des assassinats, qui incluait des coups d'État militaires, etc. Et cette politique de changement de régime se faisait dans des États qui étaient susceptibles de basculer côté soviétique. Et donc, à chaque fois, la CIA intervenait, parce qu'elle intervenait à l'extérieur, pour favoriser des régimes qui étaient favorables aux États-Unis, ou au moins, à tout le moins, qui étaient défavorables à l'Union soviétique. Il y a eu les coups d'État contre Mossadegh en Iran, il y en a eu des dizaines, dans le monde entier. Ça va au-delà de ce que, par exemple, était la DGSE française, quoi. Oui, alors je ne peux pas dire que la DGSE française se soit tenue totalement en dehors d'un certain nombre d'affaires politiques étrangères, ça on ne peut pas le dire, mais ce qu'on peut dire c'est que la politique de changement de régime, la politique interventionniste américaine, d'une Amérique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui devient donc un État-monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État américain, avant, c'est l'État américain. Après la Deuxième Guerre mondiale et à partir sous la pression, en quelque sorte, de la guerre entre les deux superpuissances mondiales qui est en train de se livrer, et qui est une guerre mondiale, qui est une guerre froide, mais une guerre mondiale, guerre chaude, avec des proxys, c'est-à-dire avec des puissances intermédiaires, etc., etc., la projection, l'État américain devient un État-monde, d'une certaine façon, c'est-à-dire capable de projeter sa volonté, ses opérations dans le monde entier. Ça, c'est très important de le comprendre. Alors, je ne vais pas vous lister le nombre de coups d'État, mais enfin, il y en a eu beaucoup. Brésil, Indonésie, Corée, Afrique, Bolivie, Paraguay, Syrie, Grèce, Chili, etc., etc. Ce qu'on sait simplement, c'est que ça va fonctionner comme ça un certain temps. Et globalement, les régimes qui vont être installés par la CIA sont globalement toujours des régimes militaristes, de droite dure, militaristes, et assez fréquemment des dictatures, voire des dictateurs, voire des génocidaires ou des tyrans. Donc des régimes forts, voilà, mais qui, sur le plan de l'efficacité du point de vue américain, sont tout à fait adaptés parce que ils vont se heurter en quelque sorte, ils vont faire en quelque sorte la chasse aux marxistes, comme Pinochet, dans tous les pays du monde, ou l'Argentine, voilà, le Shah d'Iran, voilà, etc., etc. Tous ces régimes sont il y avait une manifestation là des pro-monarchistes iraniens là il y a quelques jours à Paris. Le régime du Shah d'Iran, faut se rappeler ce que c'était. Il y avait la SAVAK. La SAVAK, c'était un truc qui était un truc c'était une sorte de goulag intérieur avec un régime de surveillance de sécurité qui était extrêmement violent, qui était d'ailleurs formé par la CIA. Et bon, ce que va faire la CIA, elle va le faire dans le monde entier. Simplement, à un moment donné, dans l'histoire de ce pays, il y a en quelque sorte une crise de confiance. De conscience et de confiance, parce que j'ai un feu sur la langue, donc des fois c'est pas très simple à identifier. Et donc cette crise de conscience et cette crise de confiance, en quelque sorte, va se manifester essentiellement sous la présidence Carter, et à partir du début de la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que je dirais le gâchis de la guerre du Vietnam va être tel, et sa médiatisation en même temps, qui est encore une guerre, parce qu'il faut voir ce qu'était la guerre avant la guerre de Corée, c'était encore presque pire. Je crois qu'il y a 20 ou 25% de la population de Corée qui est morte. C'est un carnage épouvantable. Simplement, on n'avait pas encore les moyens, les médias n'avaient pas encore la possibilité d'aller, etc., etc. C'était encore une guerre, je dirais, couverte du point de vue médiatique, enfin mal couverte du point de vue médiatique. À partir des années 70, donc début de la guerre du Vietnam, plus la guerre va se prolonger, plus elle va faire de victimes, et on a tous vu les films américains servant à faire leur examen de conscience avec les histoires de Rambo, de vieux militaires, de machin, de tout ce problème en fait des gars qui revenaient, qui étaient complètement bouleversés, traumatisés, incapables d'être réinsérés dans la vie, etc., etc. Cette affaire de la guerre du Vietnam va bouleverser l'Amérique et va bouleverser ses institutions. Et ça va être aussi l'occasion pour les États-Unis de se retrouver le nez en face, je dirais, face à leurs principes,
ses principes d'une grande démocratie, qui projette sa volonté dans le monde, mais pour le bien, vous savez, cette puissance du bien contre les forces du mal, eh bien, tout d'un coup, les États-Unis ou les Américains vont se dire, ça, c'est censé être les forces du bien, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver face à leurs dizaines de milliers de morts, aux centaines, voire aux millions de morts que leur politique cause dans le monde entier, à l'utilisation d'agents orange, de défoliants, de massacres de civils au Vietnam, etc. Des trucs invraisemblables. On connaît tous le film Apocalypse Now, mais qui est un film témoignage d'une certaine façon, voilà. Mais quand on comprend ce qu'a été cette prise de conscience dans l'opinion publique américaine de la politique qu'avait menée leur propre pays dans le monde, les 20 dernières années, et quand on en mesure l'impact dans la guerre culturelle que se livraient la puissance soviétique et la puissance américaine à l'époque, on comprend à quel point ça a été perturbant, à quel point ça a été vraiment un impact. Ça n'a pas empêché les Américains de continuer d'autres guerres ensuite, hein, et oui, nombre de guerres d'ailleurs. Oui, alors votre réflexion est intéressante. Effectivement, ils vont continuer. Mais à partir de Carter, on va essayer d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle le Halloween Massacre, donc il va y avoir de gros licenciements dans tous les cadres de la CIA, de l'agence, et on va remettre la CIA sous le contrôle du Congrès. À l'époque, c'était McGovern qui tenait le Congrès. Donc on va essayer de reprendre en main la CIA, parce que les scandales se multiplient, hein, c'est invraisemblable. L'opinion publique américaine, tous les jours ou toutes les semaines, apprend un nouveau truc, une nouvelle responsabilité dans une nouvelle dictature, dans un nouveau régime qui pratique la torture à grande échelle, etc., etc. Il y a eu l'affaire Pinochet, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres, des dizaines d'autres, des centaines d'autres. Et donc, plus ça va, plus on en apprend, et plus les Américains ne supportent plus l'image que leur renvoie cette institution, et donc plus le pouvoir politique est sous pression de la part de l'opinion publique pour faire quelques aménagements et arrêter les conneries, si je puis dire. C'est à ce moment-là que la CIA va changer de stratégie. C'est là qu'elle va encore changer, elle va muter. Quand je dis la CIA, il faut comprendre que ça s'est passé avec d'autres institutions fédérales, de l'État fédéral américain. Encore une fois, on parle d'un État qui est encore l'État d'une puissance, mais qui est déjà l'État d'un empire. C'est-à-dire d'un empire, d'une puissance qui se projette dans le monde entier. Hein. C'est important de comprendre cette nuance-là. Et petit à petit, les Américains vont aussi comprendre que ces institutions, non seulement leur ont échappé, font n'importe quoi, font le mal, et les Américains ont besoin d'avoir l'impression de faire le bien, et donc la pression va être très forte. Donc, Carter va remettre tous un peu les coups des franches, mais à partir de là, les gens de la CIA et un certain nombre de forces, comme les néoconservateurs, qui commencent à monter très fort à partir de ce moment-là, vont faire le constat qu'il est indispensable de mettre ces institutions à l'abri des humeurs de l'opinion publique. Sous-entendu, de leur donner une certaine autonomie et une certaine marge de manœuvre. Tout l'inverse de ce qu'a fait Carter. Carter a remis le contrôle du politique, hein, des institutions politiques américaines sur ces institutions, et à partir de Reagan, ça va être l'inverse. On va les laisser, en quelque sorte, se diversifier et se donner les moyens, non seulement de s'autofinancer, de mener leurs propres opérations, de le faire dans un embrouillamini de contre-structures, d'opérations toutes plus foireuses les unes que les autres, en utilisant d'autres structures comme la NET, comme l'USAID, dont on est en train de parler aujourd'hui. Et toutes ces institutions, et des tas d'autres, hein, vont être créées en quelque sorte pour démultiplier les effets, ou in-Q-tel dans un autre domaine, pour poursuivre en fait ces activités. C'est à l'époque, sous Reagan, qu'on va commencer à financer l'activité des talibans, des mouvements islamistes radicaux, par exemple, contre l'Union soviétique, notamment en Afghanistan. À l'époque, ces gens-là armaient les futurs Oussama Ben Laden, qui joue un rôle très différent dans la nouvelle distribution de l'axe du mal sous George Bush. Hein, il va changer de rôle. Mais à partir de ce moment-là, à partir de l'ère Carter, il y a chez ces gens-là cette idée que leur boulot ne doit plus dépendre des états d'âme du public américain. Et que donc, d'une certaine façon, c'est bien que les Américains aient des états d'âme, c'est bien qu'ils se posent des questions sur la démocratie et qu'ils aient l'impression de faire partie des gentils, des bons, plus exactement, mais ça fout la merde dans le boulot. Voilà. Mais tiens, je vais ouvrir une parenthèse sur ce USAID, oui. Parce que c'est pas les grands médias qui vont en parler. D'ailleurs, le grand public ne sait pas réellement ce qu'est l'USAID. Mais nous-mêmes, enfin moi-même plutôt, parce que je sais que vous, cher Laurent, vous connaissiez cette agence. Moi, je ne la connaissais pas il y a encore un mois de cela. On a appris donc ces licenciements de 99%, je crois, des employés de cette agence. Alors, qu'est-ce que USAID exactement ? Est-ce que c'est un bras armé de propagande de la CIA ? Alors,
On va pas faire l'histoire de l'USAID parce que ça, là aussi ça serait long. On va dire que c'est une institution qui est infonée de la CIA, de fait, qui intervient, qui est le prolongement, je dirais, des activités de la politique étrangère américaine à l'extérieur, mais sous étiquette humanitaire. Il faut comprendre qu'à partir de l'affaire Carter, non seulement la CIA a besoin de se refaire la cerise, d'une certaine façon, de s'autonomiser, mais en même temps de se refaire une réputation. Et typiquement, l'USAID, c'est un des moyens de cette politique en quelque sorte humanitaire. Les interventionnistes qui étaient militaristes, fascistes, soutiens des Pinochet, de toutes les dictatures, les brutes sanguinaires de la planète, ces gens-là, tout d'un coup, vont avoir besoin de tenir un autre discours et on va commencer à parler d'interventionnisme humanitaire. Alors, il sera moyennement humanitaire, parce que parmi ces interventionnismes humanitaires, il y a une certaine Madeleine Albright, par exemple, qui est une grande humanitaire, comme chacun le sait, qui a expliqué qu'on pouvait tuer que 500 000 morts de gosses morts en Irak, c'était malheureusement le prix à payer pour leur apporter la démocratie. Mais la transformation du narratif américain se fait à ce moment-là. Je dirais l'État profond américain, puisque là, il faut bien parler d'un État profond, c'est-à-dire de cette structure qui est devenue impériale et mondiale et qui, quelque part, cherche à se soustraire au contrôle du peuple américain. Ces gens-là mais dépendent quand même de lui pour se financer, ces gens-là vont avoir besoin de créer des structures pour faire joli, en quelque sorte, et pour, en quelque sorte, faire du Kouchner à l'époque, mais au niveau international. Kouchner n'est que le prolongement de cette politique-là, la politique des sacs de riz. C'est-à-dire, on n'intervient plus pour mettre un génocidaire, un militaire ou un machin, on intervient pour la paix et la liberté parce que les gens sont malheureux, qu'il faut leur apporter de l'aide, qu'il faut leur apporter des soutiens, etc. Donc, au départ, l'USAID, c'est ça. C'est une structure qui est le résultat de la politique, le changement narratif de ces institutions qui armaient les Pinochet la décennie d'avant, mais qui commencent à changer de discours et qui commencent à expliquer que s'ils interviennent partout dans le monde, c'est évidemment pour le bien, et donc pour le bien des peuples, évidemment. Alors, on apprend aussi que l'USAID... Mais ça ne va pas rester comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est ça, et progressivement, en plus de la politique d'assistance humanitaire, vont se greffer, évidemment, un calendrier politique, c'est-à-dire les Américains vont très bien comprendre qu'en utilisant les ressorts de l'humanitaire, on peut créer des structures, créer des associations, financer des structures sociales qui touchent à ce qu'on appelle l'infrapolitique et le métapolitique. Le métapolitique, c'est-à-dire la production d'arguments et d'idées, typiquement par le contrôle de médias, et simultanément l'infrapolitique, c'est-à-dire tout ce qui touche en fait au fonctionnement, je dirais, simple, les premiers étages de la pyramide de Maslow, vous savez, se nourrir, être en sécurité, se nourrir, se vêtir, bref, et en s'attaquant en quelque sorte à l'infrapolitique, c'est-à-dire en fournissant des moyens, de la nourriture, des machins, et en prenant le contrôle de structures de médias, en tenant les narratifs, les Américains vont commencer à faire autrement ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire de le faire, je dirais, de telle façon qu'ils puissent le défendre politiquement par les institutions qui les financent. En même temps qu'ils vont faire ça, en même temps qu'ils vont mettre ça en place, la CIA va continuer ses petites activités sans l'USAID et va commencer à s'intéresser au trafic de drogue international. C'est là qu'on va voir, par exemple, la CIA s'intéresser de très près, par exemple, à un certain nombre... Si vous regardez, en fait, tous les théâtres d'opération qui vont suivre l'arrivée de Reagan au pouvoir, Reagan, qui lui-même est arrivé, qui n'est pas arrivé tout seul, il y a des gens qui ont favorisé sa candidature et sa carrière politique, vous allez voir qu'en fait, la CIA elle-même va s'organiser de telle façon que elle se donne les moyens de s'autofinancer en grande partie, d'autofinancer en grande partie ses propres opérations. Et pourquoi ? Notamment par le trafic de drogue, en tout cas le contrôle des trafics de drogue, on va le dire comme ça, c'est plus malin, mais en gros c'est ça. Vous ne comprenez pas par exemple que le trafic alors, il y a des rapports européens là-dessus, ce que je vous dis, c'est pas du complotisme à la petite semaine, il y a des dossiers, des rapports européens qui ont été publiés, donc voilà, c'est tout ce qui est de plus officiel. Vous comprenez pas par exemple l'explosion du trafic d'opium en Afghanistan au moment de la présence des États-Unis et l'effondrement de la production d'opium en Afghanistan dès que Biden se fait retirer les boys. On avait parlé à une époque de trafic de cocaïne dans les quartiers noirs américains. Est-ce que ça, c'est une réalité ? Il y a 2 livres qui ont été consacrés à ça, qui ont montré qu'en fait, la production de crack, qui est
qui arrivait finalement dans un certain nombre de quartiers noirs américains était le résultat d'un trafic qui avait été mis en place par la CIA pour financer les contrats, donc pour financer des mouvements, je dirais, de résistance de leur point de vue, terroristes du point de vue de leurs adversaires, paramilitaires, on va dire de partisans, des mouvements de partisans dans les pays qu'ils voulaient déstabiliser en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ce trafic, par exemple, d'opium, c'est pas une nouveauté. C'est une politique qui a déjà été menée par l'Empire anglais, et donc c'est typiquement la continuité de ça, contre la Chine et contre la Turquie, contre l'Empire ottoman, la Sublime Porte, au siècle précédent. Donc c'est pas l'utilisation de la drogue pour, un, générer des bénéfices, et deux, contrôler des pays ou les déstabiliser, c'est pas quelque chose de très nouveau. Hein. Et donc, la CIA va se lancer dans le contrôle, on va dire, de ces flux-là, à partir de cette époque-là, en même temps qu'elle va se lancer en même temps qu'elle va le faire sous le prétexte de lutter contre le trafic de drogue. Mais si vous regardez, si vous faites le bilan en fait, de ces activités, vous ne pouvez constater qu'une chose, c'est que partout où la CIA et les institutions type DEA, etc. ont été mises en place, le trafic de drogue a augmenté, voire même a explosé. Quand les Américains se retirent d'Afghanistan en 2022, le trafic, la culture de coca, d'opium se casse la gueule complètement. Avant, ce trafic passait par arriver en fait en Europe, et largement, par le biais du Kosovo. Kosovo qui est littéralement devenu un narco-État, et avec une énorme base de l'OTAN au milieu, qui est un territoire qui a été arraché à la Serbie par le biais d'une opération de l'OTAN, organisée et voulue notamment par Madeleine Albright. Bref, ce que je suis en train de vous décrire là, il y a beaucoup de choses à en dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces institutions fédérales, en fait, et la CIA en particulier, c'est une structure qui a été confrontée après la phase Carter et progressivement à la nécessité d'être autonome. La French Connection aussi, liée à la CIA. Oui. C'est fou, quoi. C'est-à-dire que la drogue de Marseille, c'est en partie aussi la CIA. Oui, alors la French Connection, c'était pas la drogue vendue en France, c'était de la drogue qui était en grosse partie réexportée aux États-Unis. C'est ça. Bon. Effectivement, il y a eu des bouquins pour expliquer que ces trafics étaient liés en partie effectivement aux activités de la CIA. Le discours de la CIA, de ce point de vue-là, était facilement, je dirais, défendable. En gros, ce qu'il disait, c'était il faut qu'on soit dedans pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir le limiter, pour pouvoir jouer un cartel contre un autre, etc., etc. Et toute la magouille, en fait, de leur politique vient de là. Ce qu'on peut observer, c'est que les résultats, pour le moins, on laissait à désirer, voire au produit exactement inverse. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.